Bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, maintenant, vous connaissez tout sur la dette. On va essayer de voir un peu quels sont les leviers de gestion possibles pour essayer de contrôler le milieu, ils ont utilisé depuis un siècle et maintenant. Donc, l'idée, c'est de voir un peu les leviers potentiels de gestion de milieu, ceux qui sont actuellement déployés, pour quels résultats, puis de balayer un peu quelques perspectives, on va dire, de recherche et de développement par rapport à des nouveaux leviers de gestion que François a commencé à aborder. Alors, ce que je vous propose, donc, ce qu'on va se poser, c'est déjà de regarder un petit peu quels sont les leviers qui sont visés pour la gestion des maladies, et on va faire une situation de parce que c'est le sujet du jour. La question de comment on peut envisager finalement une réduction des hôpitaux, c'est un peu pour ça qu'on est là, et je m'appuierai là-dessus sur des résultats qui sont issus du réseau défi, que je vous présenterai rapidement, et puis après on verra quelle levier de gestion pour demain, où on en est, quelles sont les questions qui se posent et le travail qui reste à faire. Alors je pense que vous l'avez compris, vous êtes François, donc les épidémies de milieu s'inscrivent dans une interaction finalement entre une plante et un agent pathogène, c'est obligatoire, et également le climat qui a un rôle très pondérant. J'ai mis un nuage parce que bon, il joue un gros rôle, mais parce que c'est vraiment une interaction entre ces trois éléments. Et puis, les méthodes de gestion possibles, c'est de les catégoriser un peu. On peut avoir finalement des leviers qui vont cibler plutôt la plante, des leviers qui vont cibler plutôt l'agent pathogène. Alors, pour les leviers qui ciblent la plante, on peut essayer de modifier un peu le microclimat de la plante, donc c'est un pathogène qui est vraiment climato-dépendant, on peut essayer de modifier le microclimat, c'est d'atténuer finalement l'intensité des épidémies. On peut essayer de mobiliser l'immunité de la plante, des défenses naturelles des plantes, et puis on peut avoir des leviers qui agissent sur l'inoculum, donc soit effectivement le stock d'inoculum, on va largement parler de l'inoculum primaire, ou en saison végétative. Alors si on regarde un petit peu les potentialités d'utilisation, pour ce qui est de l'immunité de la plante, on peut essayer de stimuler les défenses naturelles des plantes. Alors je ne me pas dessus faire un exposé après, qui en parle beaucoup mieux que moi, mais donc il y a une potentialité de défense des plantes, on peut essayer de les rendre plus efficaces, plus rapides, plus fortes. Et puis, on peut utiliser intégrer ces gènes résistants dans des variétés, donc utiliser la résistance variétale comme le. Pour ce qui est du microclimat, on peut, il y a une sorte de lieu de gestion de la canopée, enlever des feuilles, des fructifères, etc., enlever des centres de feuilles qui sont des récepteurs. Donc, on peut toutes ces méthodes qui permettent d'atténuer en fait, les épidémies. Et puis, on peut aussi envisager des barrières physiques, c'est-à-dire empêcher le voir en ligne, et puis voir mettre des barrières entre les contaminants et puis je valide là. Ensuite, pour ce qui est d'action sur le stock d'inoculum, donc François l'a expliqué, c'est pas par obligatoire qu'univers ne se retrouve que sous la forme de ces univers. Si on les élimine, a priori, on éradique l'agent pathogène, mais évidemment, c'est pas si simple que ça. Donc, on peut imaginer limiter la formation d'inoculum. L'inoculum se forme par différentes méthodes. Où on peut envisager de le retirer quand il est formé de la parcelle, qui n'impacte plus la parcelle, et on peut aussi envisager de le détruire par d'autres méthodes. Et enfin, durant la saison végétative, on peut utiliser un certain nombre de méthodes, et notamment des produits qui sont biocides, qui vont tuer directement l'agent pathogène, sachant que pour le milieu, je sais pas si la différence, parce qu'il y a un endoparasite qui rentre dans la feuille, et donc souvent on est sur des applications de produits qui sont préventifs, c'est-à-dire sur la feuille avant que l'agent pathogène arrive, ce qui d'ailleurs c'est pour ça qu'on traite aussi beaucoup la lutte contre le milieu. Donc des produits biocides ou des micro-organismes qui peuvent être mobilisés pour cette phase-là. Donc voilà un petit peu, de manière un peu caricaturale, l'ensemble des leviers qu'on peut mobiliser. Donc vous verrez que j'ai pas, on a parlé plus de contrôle jusque-là, donc je n'ai pas cité de contrôle ici, parce qu'effectivement, le contrôle, c'est une méthode, une catégorie de méthodes, et donc on peut la retrouver effectivement pour agir sur le code de l'organisation végétative, mais aussi stimuler les forces des plantes, voire agir sur le code inoculum, le retrouver à différents. Voilà, donc maintenant la question, quelles sont parmi tout ça celles qui sont vraiment utilisées aujourd'hui par les viticulteurs et comment finalement on peut envisager une réduction des phytos par l'abolition de ces leviers. Donc je vais vous parler un peu de données qui sont issues du réseau défi. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas,
Qu'est-ce que c'est que le réseau défi? C'est, bon, c'est bien que un peu plus tôt, mais ça c'est un détail, mais c'est avant tout des viticulteurs qui souhaitent réduire leurs réseaux végétaux, qui s'engagent pour ça, et qui mènent leur projet au sein d'un groupe de viticulteurs, une approche aussi collective, et qui pour ça bénéficient du soutien d'un ingénieur, hein, donc c'est un milieu d'ingénieurs pour aux agriculteurs de l'État, donc ils ont un soutien assez important pour les accompagner dans le cadre de leur projet. Et puis, ce qui est important que vous après, c'est qu'en fait, on enregistre les données de pratique et de performance dans le temps pour la gestion des biomasses. Alors, on a pu, donc c'est un réseau qui date depuis maintenant une dizaine d'années, et puis, il y a quelques années, on a pu faire une synthèse des résultats depuis le début du réseau, et donc on a pris un échantillon de 415 fermes, donc qui est réparti sur l'ensemble du territoire français, alors qui ne sont pas représentatifs de l'agriculture nationale, mais qui sont extrêmement diversifiés, on le voit ici sur la carte. Donc on a pris 415 fermes pour lesquelles on avait, on va dire, 4 années de données, plus une année qu'on appelle l'état initial, qui en fait est pratique des agriculteurs avant qu'ils rentrent dans le réseau. Et donc, bon, cet échantillon, il est sur 2 bassins viticoles, une majorité conventionnelle et quand même pas mal de fermes en agriculture biologique également, une certaine partie en conversion. Et donc, quelles données on dispose pour aller tout ça? Des données qui sont quantitatives, donc on a toutes les opérations techniques assez détaillées, les intrants, c'est pas les calculs, les indicateurs technico-économiques, et on a aussi un certain nombre de données plus qualitatives, notamment la pression de bioagresseurs, la maîtrise sanitaire, est-ce que les gens ont atteint leur objectif de rendement, et puis, on va aller après, on a aussi des leviers finalement qui sont mobilisés par les agriculteurs, les viticulteurs, pour gérer les bioagresseurs. Donc, sur la base de cette, donc on a produit une synthèse, je vais vous montrer quelques résultats de cette synthèse. Alors, on revient un peu sur les leviers de gestion. Donc, on a demandé aux viticulteurs quels étaient les leviers qu'ils mettaient en œuvre pour gérer. Alors là, c'est les maladies, c'est pas que le mildiou. Mais bon, le mildiou est une place quand même extrêmement importante dans la gestion des maladies. Donc, je pense qu'on peut assez facilement extrapoler ça à la gestion du mildiou. Et donc, on a, je vous ai mis ici, le pourcentage de citation en fait, des leviers qui sont utilisés par les viticulteurs pour réduire leur phyto. Et donc, je voulais vous les remettre au regard de ce que j'explique tout à l'heure. Donc, si on regarde les leviers qui concernent l'action sur le stock d'inoculum, on voit que finalement, il y a très peu de citations. Des leviers qui sont aujourd'hui pas déployés, donc c'est pas forcément une surprise. Mais donc, on a les données pour le prouver. Mobiliser l'immunité des plantes. Bon, les variétés restantes, on en parlait tout à l'heure, mais c'est quasiment pas déployé. Et puis, on a quand même, alors là, c'est pas que l'immunité des plantes, mais on a l'utilisation d'un certain nombre de produits qui vont stimuler les défenses des plantes, qui sont quand même pas mal utilisés par les viticulteurs. On verra par la suite. Modifier le microclimat. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est fait par des techniques de réduire la vigueur. Alors, ça va être l'utilisation de matériel végétal, ça peut être la gestion des sols, ou des techniques pour l'altération du feuillage, d'opération inverse sur le feuillage, on peut immobiliser. Et puis, quand même, le gros des leviers, c'est des leviers qui sont liés à des traitements phytosanitaires. Voilà. Donc, c'est des bulletins techniques, la FUV, des observations, etc. Donc, aujourd'hui, l'immense majorité des leviers qui sont utilisés, y compris pour réduire la phyto, c'est le levier d'efficience de la phyto. Donc, on manque aujourd'hui, par rapport à tout le panel possible que je vous ai montré, on est quand même beaucoup sur ces leviers-là. Alors, quand on regarde un petit peu en termes de résultats, donc là, je sais qu'une diapo, donc on a pris l'indicateur IFT, je crois que tout le monde connaît, hein, c'est un indicateur qui analyse le plan de traitement, qui donne un peu le nombre de traitements à dose pleine qui est fait pour les bioagresseurs. Et donc là, on a pu comparer finalement l'IFT de ces 415 fermes à l'état initial, donc avant le réseau, et puis on a pris une moyenne 18, 19, 1, bon, pourquoi une moyenne, parce que sur le monté, il y a des énormes différences en année de pression parasitaire, donc des zones de phyto, et donc c'est plus cohérent si on fait des moyennes, sinon on va absolument n'importe quoi. Et donc, on voit qu'effectivement, dans le réseau, donc, pour des gens qui souhaitent réduire l'usage des phytos, on a quand même une baisse qui est finalement assez importante, peut-être pas à la hauteur d'une des questions lorsqu'elle a été prévue dans le plan Ecophyto 2018, mais qui reste néanmoins conséquent. Donc, on a 14% de baisse moyenne des effets, et qui sont pas l'IFT, donc hors de contrôle, sur les multirôles, on est à 25%. Alors évidemment, c'est une moyenne, il y a une variabilité qui est énorme, un petit peu après, mais c'est quand même conséquent. Et au-delà de la réduction quantitative, on voit qu'il y a aussi d'autres éléments plus qualitatifs. On a une hausse, une classification du recours de contrôle, hein, et donc
quand je parle de cible de contrôle, c'est vraiment les produits qui sont homologués et inscrits sur la liste de contrôle. On a aussi une réduction de l'usage des produits qui sont cancérigènes, mutagènes, toxiques, c'est important. Et puis, j'en parlerai plus après, mais on a une dynamique aussi de réduction et de sortie des herbicides qui est assez importante. Alors, si je vais faire juste un petit focus sur un ou deux résultats rapidement, et notamment par rapport au biocontrôle, pour vous montrer quels sont les types de contrôles qui sont finalement utilisés. Alors, vous voyez, c'est des données qui commencent à dater un petit peu, parce que c'est un peu ce qui a été fait entre 2017 et 2020. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui probablement des données qui sont un peu différentes, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient. Ça sera plutôt en cause quand même. Donc, vous avez ici donc, le retour de contrôle. Donc là, c'est en fait en part moyen de biocontrôle dans l'IFT à la cible. Donc, on a séparé effectivement l'agriculture biologique et conventionnelle, parce que c'est un petit peu différent. Et donc, vous avez le recours de contrôle pour l'oïdium en orange, le mildiou en bleu et les ravageurs en vert. On voit qu'effectivement, il y a surtout une part de biocontrôle contre l'oïdium parce que le soufre est le cible de contrôle, donc c'est lui qui prend toute la place. Voilà. Bon, pour les ravageurs, il y a une certaine stabilité, et on voit pour le mildiou une certaine augmentation quand même du recours de contrôle, même si c'est faible, et que ça reste quand même extrêmement modeste au regard des donc, écrasé par finalement le soufre sur le médium, et voilà, le recours de contrôle, le mildiou représente à peine 7% de l'IFT. Et donc, on peut regarder un petit peu maintenant quels sont concrètement les produits qui sont utilisés. Donc là, c'est ciblé sur le mildiou. Donc, on a l'agriculture biologique et conventionnelle. On s'est exprimé en IFT, le contrôle moyen, peu importe. Et on voit que finalement, l'agriculture biologique, c'est essentiellement de l'huile essentielle d'orange douce qui est utilisée en 2020, et puis un peu de Cosolgas vital. Alors, effectivement, les produits ont été homologués tout rapidement, ça commence à augmenter, ça peut augmenter. Et en conventionnel, par contre, on est très majoritairement à l'utilisation de phosphonate, donc phosphonate, sodium et sol de potassium, donc des produits qui sont biocontrôle, autorisés en conventionnel, interdits en agriculture biologique. Voilà, ce qui explique ces différences. Alors, on a essayé, dans cette synthèse aussi, de regarder un peu si on pouvait voir des relations entre intensité d'usage du biocontrôle, celui que je viens de vous présenter, et maîtrise finalement du milieu, parce qu'on enregistre vachement là-dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur les 415 fermes sur ces 5 ans, hein, sur un certain nombre de données, on a sélectionné que les situations où la pression parasitaire avait été jugée forte, ou forte à moyenne à forte. Et puis, on a regardé finalement entre des systèmes qui n'utilisaient aucun contre le mildiou et ceux qui en utilisaient plus de 20%, en part d'IFT dans le contrôle, on avait des différences finalement de maîtrise du mildiou. Et on n'a pas vu d'écart très significatif entre des systèmes qui utilisent plus de contrôle que l'on sur la maîtrise du mildiou, qui est plutôt rassurant, mais on n'est pas non plus on est qu'à plus de 20%. Extrêmement élevé. Voilà, et puis là, je vous l'avais dit assez rapidement, on regarde aussi le nombre de l'euro pour CMR, et là, on voit effectivement, sur ces années 2017-2020, qu'on a un nombre de systèmes qui ont des recours au CMR qui diminuent de manière assez significative. Et quand on regarde aussi les quantités de produits, on voit une diminution. Alors, je dis quand même que ça s'arrête en 2020. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout à fait les mêmes résultats si on regarde les années qui viennent, mais on verra ça dans les prochaines années. Alors, un élément important, donc, on voit qu'il y a une baisse finalement des phytos grâce à la mobilisation de ces leviers, mais je dis, il y a une variabilité qui est quand même très forte entre les exploitations. Et donc, on a exploré une variabilité qui est finalement l'état initial de l'exploitation avant qu'elle débute sa démarche. Alors pour ça, on a quelques indicateurs, ce qu'on appelle l'IFT normé, qui est en fait l'IFT de la ferme par rapport à la moyenne de son bassin de production. Des écarts énormes entre bassin de production, entre situations arithmétiques. Donc on positionne finalement l'IFT de la ferme en fonction de la moyenne de son bassin. Ça, on peut le faire grâce aux enquêtes principes culturales. Et donc, on peut classer finalement les fermes selon qu'elles sont consommatrices de phyto, c'est-à-dire qu'elles ont un IFT qui est au moins équivalent à la moyenne du bassin. Elles sont peu économes, c'est-à-dire qu'elles sont entre 75 et 100% de la moyenne du bassin, économes, en 75%, et très économes, de 50%.
des catégorisations comme ça. Et donc, on a regardé l'écart d'IFT entre l'état initial, le point 0 et la moyenne 2018, 2019, 2020 en fonction de leur classement à l'état initial. Pour ça, on avait la chance d'avoir des enquêtes multiculturelles en fonction de leur classement. Et donc, on voit quelque chose qui vous a pas forcément surpris, façon de le montrer, c'est qu'effectivement, les plus grosses réductions d'IFT par ceux qui sont mobilisés sont d'abord sur les systèmes qui sont initialement pas économes. On voit qu'ils arrivent tous à les, enfin, ils arrivent quasiment tous à laisser avec des baisses assez fortes, et puis plus ils sont économes, plus ils ont du mal à descendre. Donc, tout ça pour vous illustrer que à qui le qui sont aujourd'hui mobilisés, on a une baisse potentielle d'IFT qui est conséquent, mais qui concerne surtout ceux qui sont très consommateurs, et qu'on arrive finalement à un point, un plancher de verre, où on a quand même du mal à descendre en dessous, même si on voit qu'il y a quelques fermes qui arrivent, on a du mal finalement à descendre en dessous, et on est plutôt une adaptation finalement de la pression parasitaire de l'année, de la fluctuation de la pression parasitaire, et pour ça on a besoin finalement de nouveaux leviers, de nouvelles méthodes pour essayer d'aller plus loin. Et donc c'est un peu je vais aussi vous balayer assez rapidement quelques éléments, quels sont les leviers de gestion pour demain. Alors, là, je vais passer assez vite parce qu'il y aura d'autres exposés dessus par la suite, Marielle, Nicolas aussi demain. Donc, utilisation de l'électronique de contrôle. Donc, ça a été dit tout à l'heure, l'électronique de contrôle, c'est finalement une liste de produits qui rentrent dans des catégories et qui ne présentent pas cette notion de danger sur l'environnement. Voilà. Le contrôle, c'est ça. Par rapport à ce qu'on est en train de donner. Et puis, il y a également un certain nombre de substances de base qui peuvent être utilisées. Et donc là, c'est Nicolas qui a fait passer ça. Donc il y a la liste aujourd'hui des produits qui sont autorisés contre le milieu. Donc vous voyez que globalement, c'est essentiellement des substances naturelles et micro-organismes par beaucoup, et qui ont essentiellement des actions fongicides directes et de stimulation de défense des plantes. Donc on a finalement aujourd'hui pas beaucoup d'armes, quoi. Voilà. D'où notre présence pour ces 2 jours. Et bien entendu, il y a une recherche qui est très active sur le sujet, aussi d'industriels dans la salle. Donc là, Nicolas a fait passer quelques éléments. Donc il y a besoin de nouvelles solutions, mais il y a aussi besoin de connaissances sur les conditions d'efficacité des solutions. Tous les praticiens le savent. On a des efficacités qui sont parfois variables. On a besoin de savoir qu'est-ce qui fait que là c'est efficace et là ça n'est pas, etc. Donc ça, c'est des actes de recherche qui sont également très, très importants. Et puis, il faut plus sur le contrôle microbien, et je ne dirai rien, parce que je pense que ça va être largement abordé, mais donc ça a déjà été dit par Corinne, donc il y a effectivement la possibilité d'utilisation de micro-organismes pris sur la vigne, mais il y a aussi un axe de recherche sur la conservation de micro-organismes favorables pour maîtriser le milieu, mais je pense que ce sera l'objet de nombreux exposés, de nombreux travaux par la suite, donc je ne m'y attarderai pas. Alors, autre levier potentiel de l'expliquer, c'est la mise en place de couverture physique. Alors bon, ça peut paraître un peu exotique. Donc c'est quand même des choses qui existent, qui sont aujourd'hui quand même dans la recherche, voire de très déploiement. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent le tunnel, il y en a aussi d'autres. Donc c'est des systèmes qui permettent de se déployer quand il pleut, et donc la vie de se retirer quand il ne peut pas. Donc c'est des systèmes qui, quand même, bon, les résultats qui ont été faits sont très efficaces. Donc on peut arriver à faire aucun traitement milieu en protégeant la vigne avec des résultats qui sont identiques à des parcelles traitées. Donc c'est des systèmes qui sont intéressants. Évidemment, ça a des inconvénients, c'est très coûteux. Bon, ça a des impacts sur les paysages. Donc c'est des méthodes qui sont efficaces mais qui ont des inconvénients. Et puis, il y a aussi d'autres méthodes qui sont de test, donc des systèmes un peu de filets, voilà, qui sont un peu plus low cost et qui peuvent permettre quand même d'avoir un certain niveau de protection contre le milieu, mais qui ont aussi des impacts sur la nature des raisins, d'autres impacts. Donc c'est un axe de travail, de réalité qui est quand même assez important aujourd'hui et qui est quand même assez ouvert parce que beaucoup de gens s'y intéressent, c'est pas tout à fait exotique. Et notamment, il y a un projet, un collègue qui participe, c'est un petit peu la parole, mais il y a également un projet qui vient de débuter, qui s'appelle Covinov, dans le cadre des projets défis XP, et donc qui va permettre finalement de travailler sur vraiment des systèmes un peu complets qui intègrent le système de culture. Et puis qui va aussi s'intéresser justement à des méthodes de
couverture moins parfaite, mais disons plus facilement déployable à l'échelle de l'exploitation, et de voir finalement quel gain on peut avoir avec ces systèmes-là et comment on peut les combiner avec d'autres méthodes. Donc la couverture physique, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est travaillé quand même par la R&D. Oui, c'est le truc. Alors, autre point, donc utilisation de variétés résistantes au milieu de l'eau, on a déjà un petit peu parlé. Donc, vous savez, François l'a dit, qu'il y a des variétés dans le bassin qui sont naturellement résistantes au milieu, qui présentent déjà de résistance. Et depuis finalement l'introduction du milieu, on a créé des variétés pour résister au milieu. Donc, une intense activité de création variétale au début du XXe siècle, début du XXe siècle, pour créer des variétés naturellement résistantes, les fameuses hybrides retour direct, dont tout le monde a entendu parler, donc ils sont largement quand même déployés dans le vignoble, largement déployés jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, parce que dans les années 50-60, il y avait encore beaucoup de surface d'hybrides, donc c'est pas si vieux que ça. Et donc, pour les raisons que je pense que vous connaissez, ont été éradiquées du vignoble. Mais il y a quand même eu, on va dire, du travail de continuité par les organismes de recherche sur la sélection variétale. Et donc, fin du XXe siècle, qui s'est un peu intensifié depuis le XXIe siècle, avec un regain d'intérêt comme de la part de la profession pour l'aspect variétal qui avait été un peu abandonné du fait de l'efficacité des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais aujourd'hui, on a quand même dans le vignoble français donc des variétés qui sont disponibles pour les viticulteurs et qui commencent à être déployées. Donc, en gros, il y a aujourd'hui 6 gènes de résistance au milieu qui sont actuellement déployés, je vous ai cité ici, avec effectivement certains qui ont des efficacités plus ou moins fortes, depuis déployés dans un grand nombre. Et donc, ces gènes sont présents dans 31 variétés qui sont résistantes et qui sont classées en France. Classées, ça veut dire qu'on peut les planter, on peut faire du vin et on peut vendre le vin. Voilà. Donc, ces 31 variétés qui sont classées, qui contiennent soit ces gènes de résistance tout seuls, soit des pyramidages de plusieurs gènes de résistance. Donc, ces 31 variétés sont actuellement aujourd'hui plantées sur environ 3000 hectares. Le chiffre un peu sous les yeux, c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Donc, 3000 hectares sur 730 000 hectares de vignes, 700, voilà, pas beaucoup. Et sur ces 3000 hectares, finalement, il y a deux variétés qui stallent d'avoir du lion, qui font presque 1700 hectares, le Florel et le Souligné Gris, qui occupent plus de la moitié de la surface qui est plantée. Intérêt quand même, on a une réglementation qui est quand même en évolution. Voilà. Donc, on a ces variétés qui sont autorisées donc, en Varsichet, en France, sans problème. On a quand même ces variétés résistantes qui sont autorisées dans un très grand nombre de cahiers des charges de DCUV. Voilà. Et puis, depuis peu, on a une possibilité d'intégrer ces variétés dans le cadre des AOP, bon, en détail, mais à titre expérimental, pour des surfaces limitées, pour des quantités limitées, on a la possibilité d'intégrer ces variétés dans les AOP qui le demandent. Donc, c'est ce qu'il y a dans le cas des BIFA, des variétés à fin d'adaptation. L'intérêt à fin d'adaptation. Voilà. Donc, une réglementation quand même qui permet à ce levier de se déployer. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu quand même du déploiement de ces variétés? C'est que on sait qu'on peut, grâce à ces variétés, on peut réduire l'usage de fongicides de manière très importante. Et les résultats qu'on a pour ça, dans ce cas, il est qu'on peut réduire c'est pas des expérimentations, c'est dans la vie, dans le vrai déploiement, de plus de 80% l'usage des fongicides, que globalement, on a une bonne maîtrise, une très bonne maîtrise du milieu, y compris en pression parasitaire, et on a pu l'observer l'année dernière, sur le réseau Oscar, c'est quand même pas mal d'un grand nombre de parcelles où il y avait beaucoup d'environnement et où ces variétés résistantes ont montré leur efficacité. Mais évidemment, et François en a parlé, quelques inconvénients. On a des cas de contournement de résistance. Certains qui sont déjà largement développés, d'autres qui sont juste identifiés sur quelques parcelles, d'autres qui ne sont pas encore en France. Voilà, il y a différents cas, mais on a identifié des cas de contournement à une grande partie des gènes de résistance qui sont déployés. Et puis, autre problématique, on a des difficultés, certaines surtout on arrête les traitements phyto, on a des difficultés de maîtrise de maladies qui sont habituellement contrôlées par ces traitements phyto, et notamment le laprote, parce que ces variétés ne sont pas résistantes au laprote. Et donc, on l'a vu, on est disponible dans des essais quand même depuis pas mal d'années, où les années avec beaucoup de laprote, on a un peu de difficulté à maîtriser ce virus. Et donc, et donc, un peu pour essayer de résumer les travaux qui sont actuellement en cours, alors notamment dans le cadre du projet Barcelone, mais pas que, alors j'ai quelques projets en cours, mais il y en a énormément. Donc, il y a
on va dire trois choses deux voies qui sont travaillées. Donc, il y a d'abord accompagner le déploiement des variétés résistantes qui sont actuellement disponibles pour une résistance durable. Hein. Donc, c'est le travail qu'on fait dans le l'Observatoire national OSCAR, où effectivement, on surveille pour la durabilité des résistances et le déploiement de ces variétés. Et on essaie d'apporter des informations aux viticulteurs pour assurer cette durabilité. Et puis, il y a tout un travail de création des variétés, voilà, de nouvelles variétés. Et donc, bon, j'ai fait deux catégories, on va dire, les variétés de demain. Voilà. Et donc là, notamment, il y a un très grand nombre de projets qui sont en cours dans toutes les régions viticoles, hein, vous avez la carte ici, pour créer des variétés qui, finalement, vont pouvoir, on va dire, ressembler aux variétés actuelles, donc s'intégrer plus facilement dans les vins qu'on veut faire, voire correspondre aux attentes des vins de demain, qui peuvent être aussi intéressants. Donc, il y a énormément de projets qui sont en cours, et on a des variétés qui sont attendues d'ici 2030-2035, voilà, à être déployées. Et puis, il y a tout le travail sur les variétés que je dis d'à peine, voilà, c'est mon terme. Donc, il y a des travaux pour aller chercher des nouveaux gènes de résistance, hein, il y a aussi des travaux pour certaines restrictions génomiques pour essayer d'accélérer aussi la création variétale qui prend beaucoup de temps. Et puis, des travaux sur la résistance quantitative, etc., qui peuvent être intégrés dans le choix de sélection. Donc, voilà, tous ces travaux sont aujourd'hui en cours dans un très grand nombre de projets. Autre point, donc François on a largement spoilé ce que je voulais dire, enfin, c'est pas grave. Donc effectivement, un levier qui vise à élaborer finalement une prophylaxie de la phase sexuée, je vous ai expliqué pourquoi. Et donc là, on peut identifier finalement trois façons de travailler sur cette phase sexuée. Donc ça peut être de limiter la constitution du stock d'inoculum, hein, probablement je lance sur la reconnaissance des deux méthanes. On peut aussi imaginer d'appliquer un produit dessus, donc limiter la constitution de l'inoculum, retirer finalement l'inoculum ou limiter les infections primaires au printemps de cette inoculum. Donc, je pense que François l'a montré aussi, on a déjà des premiers résultats qui montrent que le fait de retirer l'inoculum, retirer les feuilles, permet de faire baisser la quantité d'inoculum primaire qu'on a dans le sol et permet également de faire baisser la quantité d'infections primaires qu'on a au printemps. Alors, ce n'est pas total, ce n'est pas parfait, mais c'est un signe qui montre que cette méthode a quand même un sens et doit être poursuivie. Et donc, c'est ce qui va être fait dans le cadre d'un projet Parsada. On est ici le Parsada, le projet Parsada Savoir que Christian a cité, et le travaux sont faits également de la Charlie Lardet, où là, on va en même temps essayer d'apporter des connaissances sur les processus cliniques qui sont associés. Donc, c'est localiser la quantité, la viabilité, la dispersion, le lien avec les inoculums. Donc, ça, c'est des questions qui vont être creusées. D'apporter des preuves de concept de levier de gestion, donc ce que je viens de dire. Et également, on est en quelque part ça là, de travailler sur l'opérationnalité des méthodes qu'on va mettre en place, hein, des choses. On doit aussi réfléchir au déploiement déjà de ces méthodes à l'aide de réseaux de personnes. Voilà. Et pour terminer, parce que là on a regardé les leviers on va dire un par un, mais on sait très bien qu'en fait aucun de ces leviers ne va remplacer les pesticides à grande échelle. Je pense qu'on est conscient. Et donc on se doit finalement de trouver des systèmes qui vont combiner plusieurs leviers. Et ça, tout le monde en parle. Et finalement, pas comment que ça le fait quand on regarde de près, parce qu'évidemment c'est très compliqué. Et donc c'est un peu ce qu'on essaie d'aborder dans le cadre du projet Ecophyto Défi XP, où là l'objectif c'est de mettre en œuvre des systèmes qui vont combiner plusieurs leviers et de réaliser une évaluation multicritère sur les performances, sur la maîtrise des évaluations, également sur des aspects économiques, environnementaux, etc. Et on essaye d'en faire des évaluations multicritères. On peut voir, par exemple, ici, sur des systèmes qu'on a fait. Et donc, il y a un certain nombre de projets voilà, qui débutent. Alors, il y en a déjà eu qui ont été faits depuis 10 ans. Il y a des nouveaux projets qui débutent et qui vont combiner finalement voilà, tout le contrôle, de la prophylaxie, de l'évolution des indicateurs de risque, la réduction de variétale, prophylaxie, le contrôle, ou jusqu'à la diversité végétale, l'agroforesterie, etc., avec d'autres leviers. Et donc, c'est aussi important d'enrichir finalement ces dispositifs qui visent vraiment à intégrer différents leviers de gestion du milieu. Et donc, je vais vous dépasser, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.